Techno Journal. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, célébration ce mercredi 30 avril de la journée nationale de l'enseignement avec comme thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». La ministre de tutelle a adressé un message à la nation congolaise à suivre dans un instant dans ce journal. La réunion de la task force Maïndombe au Grand Bandundu a tablé sur le conflit Tekeyaka et les... Bonjour à tous, vous le savez, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, est arrivé hier à Kinshasa pour une visite officielle en RDC. Il a été accueilli par son homologue, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puis décoré grand cordon dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Reportage Blandine Zovo, Koko Molicho, bienvenue Kabamba. Les drapeaux de la République démocratique du Congo et celui de Guinée-Bissau, hissés côte à côte au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, signe de l'amitié entre les deux pays et leurs chefs d'État. Accueilli par la première ministre chef du gouvernement, l'hôte de marque a traversé la ville de Kinshasa jusqu'au palais de la nation où l'attendait personnellement son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cérémonial d'accueil est celui d'une visite officielle. L'hôte du chef de l'État congolais, le général Umaro Sissoko Embalo, fera ensuite un bref passage des troupes en revue, une tradition qui témoigne du respect. Le deuxième temps fort de se dérouler, c'est le tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Umaro Sissoko Embalo se sont retirés loin des caméras pendant plus d'une heure. Rien n'a filtré de leurs entrevues. Les deux leaders ont ensuite rejoint la mythique salle de congrès du Palais de la Nation pour une cérémonie de décoration du général Umaro Sissoko Embalo, admis grand cordon dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba pour ses éminents services rendus au continent africain en général et au peuple congolais en particulier. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Les mérites exceptionnels également pour son sens aigu au panafricanisme et son engagement en faveur de la paix. Après cette brève cérémonie, les deux chefs d'État se sont présentés devant la presse pour le traditionnel point de presse. Et juste après, les deux chefs d'État étaient face à face à la presse. L'hôte du président a circonscrit sa visite de travail dans la capitale congolaise. D'entrée de jeu, le président guinéen est revenu sur l'objectif de sa visite de travail en République démocratique du Congo qu'il qualifie de pays ami. Le général Embalo revient sur les sujets évoqués lors de huis clos avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets qui tournent autour d'une coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas manqué des mots pour remercier son homologue congolais après son admission à l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo. Et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant vers cette décoration.
Un honneur pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui évoque le parcours similaire et un idéal commun qui caractérise les deux pays. La visite de son homologue est un souhait qui se réalise au bénéfice du rapprochement des deux peuples autour d'un idéal commun, la paix en faveur du continent africain. Je suis panafricaniste dans l'âme et donc moi quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Les deux chefs d'État s'engagent en faveur de l'ouverture dans les prochains jours des représentations diplomatiques dans leurs pays respectifs. Une commission mixte composée des délégués de deux pays sera mise en place pour y travailler au plus vite. Et pour boucler cette rubrique, l'ambassadeur de la Suisse en RDC est arrivé fin mandat. Il a fait ses adieux au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son bureau du Palais des Nations. Encore une fois retrouvé dans ces reportages, Blandine Zovo, John Kazadi et bienvenue Kabamba. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa. Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi voilà les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu, donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays, et voilà, quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter, mais voilà, je garderai les bons souvenirs, et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que j'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales, marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Comme annoncé au début de ce journal, les professionnels de la CRE célèbrent aujourd'hui la journée nationale de l'enseignement avec comme thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». La ministre d'État Raissa Malou a centré son message sur la situation sécuritaire dans l'est du pays où les élèves sont privés de leurs droits d'éducation. Anastasie Dumbo nous en dit un peu plus.
Mesdames et messieurs, chers parents, chers enseignants, chers élèves, chers partenaires de l'éducation. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la Journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous devons tendre la main aux plus vulnérables, enfants déplacés, enfants en situation de handicap, filles exposées aux violences basées sur le genre. Plus profondément encore, l'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective. Là où l'éducation s'épanouit, la citoyenneté grandit. Là où l'on forme des esprits libres et solidaires, les sociétés résistent mieux aux crises, aux violences et aux divisions. Je vous invite, chacune et chacun, à renouveler aujourd'hui votre engagement. Enseignants, soyez les bâtisseurs patients de l'avenir. Parents, soyez... La RDC et le Burundi s'engagent à œuvrer pour la cohabitation pacifique entre les populations et la sécurisation des frontières. C'était à l'issue de la réunion de la deuxième commission permanente entre les deux pays. Pobo Anan Mokonzi. Le dimanche dernier à Kinshasa, les travaux de la deuxième session de la commission permanente mixte des défenses et sécurité se sont clôturés aujourd'hui mardi 29 avril 2025. Les experts de la territoriale de deux pays, la République démocratique du Congo et le Burundi, ont arrêté plusieurs recommandations allant dans le sens de promouvoir la paix et la sécurisation de populations le long de frontières qui séparent les deux nations. Un geste marquant la matérialisation de la ferme volonté politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye visant le renforcement de la sécurité le long de frontières et la cohabitation pacifique entre les deux peuples. Je recommande un suivi rigoureux, domaine par domaine, pour que les questions de défense et de sécurité entre nos deux pays produisent les résultats attendus par nos gouvernements respectifs. Les deux responsables de l'intérieur de leurs deux États, Jacquemin Chabani, de la République démocratique du Congo, et Martin Mitense, ministre burundais de l'Intérieur, ont salué le travail abattu par les experts. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer encore une fois mes remerciements à l'endroit du gouvernement congolais et à son peuple qui ont rendu agréable notre séjour dans ce beau pays, frères et amis. Ces travaux de haute portée politique de Kinshasa vont faciliter également le retour en RDC de nombreux réfugiés congolais qui ont fui la guerre d'agression orchestrée par le Rwanda. La session sécuritaire dans le Grand Bandundu, précisément au Maïndombe, sur le conflit Tekeaka et le ministre Mobondo, au cœur de cette réunion entre les acteurs humanitaires de développement et les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Peggy Mukunda nous en dit un peu plus. Renforcer l'approche Nexus humanitaire, développement, paix, une réunion de la Task Force Maïndombe Grand Bandundu s'est tenue au siège de la MONUSCO sous la coprésidence du coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies, Bruno Le Marquis, et du coordonnateur national du PRDRCS, Jean-Dédié Désiré Ntangatita, face aux acteurs humanitaires de développement et paix intervenant dans cette partie du pays. Avoir la vision du PRDRCS par rapport
rapport à cette situation sécuritaire, discuter des zones occupées, trouver et apporter des solutions pour mettre fin à cette crise, travailler avec le PDDRCS pour renforcer les liens avec cette coordination. Autant de sujets débattus au cours de cette rencontre. Ensemble, ils ont abordé le conflit Teke et Yaka, la milice Mobondo de Kwamut, des conflits qui paralysent les activités agricoles et qui entraînent des tueries, des violences et plusieurs déplacements de la population dans la région. Pour le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, l'intervention du programme dans les Maïndombe Grand Lac s'avère importante pour la restauration et la stabilisation communautaire. Votre implication dans les programmes nous unira et nous aidera à trouver des solutions appropriées contre cette crise. Nous sommes appelés à collaborer pour adopter un cadre de partenariat stratégique et transparent afin de nous organiser pour une coordination meilleure. Pour les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, avoir des explications sur la vision du programme et la clarté de ses ouvertures sont une immense satisfaction pour la task force Maïndombe et ces derniers s'est dit prêts à accompagner les programmes la nation sous le drapeau. Ils ont été remis au chef d'état-major des FARDC en présence du vice-premier ministre de la Défense nationale, Alain Bikaï, pour le reportage. En réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la défense de la patrie, la jeunesse de l'UDPS démontre un fort engagement patriotique. Mené par le secrétaire général faisant office du président intérimaire du parti Augustin Kabouya, de nombreux jeunes militants se sont volontairement inscrits pour servir dans les forces armées de la République démocratique du Congo, marquant leur détermination à protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Le lundi 28 avril, un groupe de ces jeunes a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadjanvita, qui a officialisé leur mise à disposition auprès du chef d'état-major général, le lieutenant général Gilles Banzamouilamboué. Ces derniers a loué leur esprit patriotique et procédé à une évaluation de leurs conditions physiques. Dans son discours, il a souligné l'importance cruciale de la discipline et de la loyauté envers la nation. Avant de rejoindre les camps CETA pour les formalités d'usage et leur fidélité du président intérimaire du parti. Lisons ces communiqués de l'état-major général des forces armées qui vient de nous parvenir. Les forces armées de la République démocratique du Congo saluent le début de l'opération d'évacuation vers Kinshasa des militaires, des policiers et de quelques membres de leur famille protégés depuis plus de 3 mois par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo de ses installations à Goma au Nord Kivu. À ce sujet, les forces armées de la RDC remercient le comité international de la Croix-Rouge qui, selon son mandat, a offert ses bons offices et joué son rôle déterminant de facilitateur et d'intermédiaire neutre sur demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC expriment leur profonde gratitude à la MONUSCO pour le travail accompli par ses équipes de terrain pour la protection des membres de FARDC et de la PNC dans le comité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique du Congo espèrent voir cette opération se dérouler dans le strict respect des conventions de Genève, du droit international humanitaire et des engagements souscrits par les partis. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025, Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain, général-major. Poursuivons ce journal vers un renforcement de la coopération industrielle entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, en séjour aux États-Unis, a signé une série d'accords avec les investisseurs américains.
Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, économique mondial de Davos, d'un protocole d'accord historique entre la RDC et la société Liten. Objectif, construire une usine de batterie au lithium-soufre en République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Silicon Valley, c'est pour voir les installations de Liten. Liten, c'est un partenaire qui va venir installer la chaîne de valeur de batterie chez nous. Ici, nous sommes venus voir leurs facilités, leurs usines, leurs installations, leur capacité de recherche et ce qu'ils font. Et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons aller encore plus loin. Pas seulement pour fabriquer toutes les composantes de batterie, mais également pour transmettre ces connaissances aux nôtres, au niveau des recherches, au niveau de nos universités également. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'industrialisation au cœur du développement économique et de la lutte contre le chômage. La RDC se prépare ainsi à entrer dans le cercle restreint des producteurs mondiaux des batteries de nouvelle génération, ouvrant la voie à une ère d'innovation et d'opportunités pour sa jeunesse. Aux affaires sociales, je vous propose de suivre cet élément en rapport avec la visite du site octroyé par la Croix-Rouge pour la construction des infrastructures. Betty Amani. Sous un soleil radieux, c'est une délégation forte d'espoir qui arrive à Kimpoko, dans la périphérie est de Kinshasa. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Sambodiata, accompagnée de plusieurs personnes vivant avec handicap et des membres de son cabinet, est venue constater des visu l'aboutissement d'un plaidoyer mené depuis plusieurs mois qui est en voie des conclusions du partenariat avec la Croix-Rouge pour l'acquisition des espaces en faveur de la construction de logements sociaux et des activités d'autonomisation, notamment l'agriculture adaptée avec chaîne des valeurs aux besoins des personnes avec handicap. La justice pour soutenir la décision du ministre du Transport et Voies de Communication sur la suspension de contrat entre la CNPR et son fournisseur. Rodépanda nous en parle. Ils étaient nombreux ce lundi devant les conseils d'État, mais également au cabinet du ministre d'État en charge de la justice. Les délégués syndicaux de la CNPR, Commission nationale de prévention routière, accompagnés des agents et cadres de ce service technique et spécialisé de l'État, c'était pour décision du vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication portant suspension de contrat entre la CNPR et son fournisseur des insignes distincts de signalisation. Selon l'avocat conseil de la CNPR, la décision du vice-premier ministre vise l'amélioration significative de la qualité du travail pour la circulation dans la ville de Kinshasa. C'est une procédure d'urgence. Nous sommes venus défendre les intérêts de la Commission nationale de prévention routière. C'est vraiment flagrant lorsque on analyse ces dossiers de fournir un seul signe distinctif à la CNPR. La délégation syndicale de la CNPR dénonce donc la prédation de ces services de l'État par un particulier dont son fournisseur. Pour le président de la délégation syndicale de la CNPR, Franklin Mbokolo, un établissement de l'État ne peut faire objet de prédation. Donc, il a rétabli la CNPR à ses droits en annulant les contrats. Et puis il a signé un arrêté qui fait la clé de répartition pour que la CNPR à son tour puisse payer les partenaires en fonction des imprimés de valeur. Les cris des syndicalistes et de l'ensemble du personnel de la CNPR ont eu un écho favorable auprès du ministre d'État en charge de la justice. Une représentation de la délégation syndicale de la CNPR sera reçue le mercredi par le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Après plusieurs mois d'obscurité dans la commune de Kassavubu, l'électricité des retours, c'est là grâce à l'implication du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, André Kongolo. Suivez. Après plusieurs mois d'obscurité dû au manque de transformateurs et autres matériels de distribution de l'énergie électrique, les quartiers Lubumbashi, Katanga, anciens combattants, Assosa et autres dans la commune de Kassavubu sont à nouveau éclairés. C'est à la grande satisfaction de la population. Nous sommes dans la joie avec les retours de l'électricité à Kassavubu car nous avons beaucoup souffert pendant au moins 4 à 5 ans.
Sur place, 5 nouveaux transformateurs, chacun d'une capacité de 20 000 volts et 630 kVA ont été installés dans les directions de ces différents quartiers. Cette nette amélioration est le résultat de plusieurs démarches initiées par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable André Kongolo, auprès des autorités de la SNEL. Il était tour à tour à la direction des distributions de Kinshasa, ensuite à la direction générale de la SNEL, où il a échangé avec le numéro 1 de cette entreprise du portefeuille de l'État pour cette solution. J'ai été soumis à une évaluation terrible de la part de mes électeurs. Je me suis engagé et aujourd'hui nous avons les résultats d'un travail vraiment abattu. Tout ce qu'ils m'ont rassuré que devrait pour la commune de Kassavou, aujourd'hui ce n'est plus encore un rêve, par contre c'est une réalité. Parce qu'ils avaient promis une carte de transport qui doit vraiment descendre ici à Kassavou, la cabine de Birmanie et Farad. Aujourd'hui, on est sur Chabamombo. Voilà, je tiens à remercier le chef de l'État qui ne s'est jamais de fournir beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'énergie. Je remercie aussi le DG de la SNEL qui a été attentif. Tous ces quartiers de Kassavoubou ont également bénéficié de plusieurs rouleaux de câbles de haute tension de plus de 400 mètres. Terminons ce journal par la revue de presse dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demassou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 30 avril 2025. RDC, les troupes de la SADC quittent Goma par le Rwanda, écrit actualité.cd. Les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe ont amorcé mardi 29 avril leur retrait de Goma dans l'est de la RDC. Ce départ intervient peu après un ultimatum lancé par la rébellion de l'AFC M23 qui exige leur retrait immédiat des zones sous son contrôle. Le départ s'est effectué par la Grande Barrière, principal poste frontalier entre la RDC et le Rwanda. Le nombre exact de soldats de la SADC n'a pas été communiqué, mais les sources précisent qu'environ 7 camions transportant du matériel militaire ont été aperçus accompagnés de véhicules légers. Plus de 140 blessés par arme en 2 semaines, le comité international de la Croix-Rouge alerte sur une crise sanitaire persistante dans l'est de la RDC, rapporte info27.cd. Dans un message publié le lundi 28 avril 2025, François Mourignon, représentant du CICR en RDC, a dressé un bilan alarmant de la situation. Selon le CICR, plus de 140 blessés par arme ont été admis dans les 5 hôpitaux qu'il soutient au nord Kivu et au sud Kivu au cours de 2 dernières semaines. Cette statistique témoigne de l'intensité et de la persistance des violences dans cette région en proie à l'instabilité. Ituri, un leader de la jeunesse tué par des hommes armés à Bunia, titre Actu30.cd. Le président du conseil local de la jeunesse de Matigo a été tué par des hommes armés dans la nuit de lundi à mardi 29 avril 2025 au quartier Opa, en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Selon Deogracias Bougamouzi, président provincial du conseil de la jeunesse en Ituri, la victime qui a reçu des balles est décédée sur le champ. Il a fait savoir que les auteurs de cet acte ont pris une destination inconnue après leur forfait. Dépravation des mœurs à Mbuji-Mayi, des parents dénoncent le silence des services de l'ordre public, note rtnc.cd. La ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de province du Kasaï oriental, est aujourd'hui confrontée à une recrudescence préoccupante de comportements portant atteinte aux bonnes mœurs, menaçant directement l'éducation des adolescents. Le quartier latin, Chiasasa, Kalundu, Misesa, Kajiba et Dubaï sont identifiés comme des épicentres de délinquance, théâtre de scènes odieuses et impudiques, particulièrement visibles lors de cérémonies funéraires. Des individus de 2 sexes, souvent à moto, défilent parfois quasiment dénudés, proférant des chants orduriers à connotation sexuelle sans le moindre respect de convenance. Plusieurs parents de Mbuji-Mayi dénoncent l'indifférence des autorités urbaines. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne nationale et sur notre site web sur www.rtnc.cd. Au revoir et bon après-midi à tous.
DGI rappelle à tous les contribuables que la date limite de dépôt des déclarations fiscales et de paiement est fixée au mercredi 30 avril 2025. Cette échéance concerne la souscription de la déclaration de l'IBP des entreprises de droit commun, accompagnée de pièces justificatives, et des états financiers certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l'ONEC, ainsi que le versement du solde de cet impôt. La souscription de la déclaration de l'impôt mobilier des sociétés étrangères et celle de l'impôt spécial sur le profit excédentaire pour les sociétés minières, le versement de la deuxième quotité de 40% pour les petites entreprises et la souscription de la déclaration de l'IBP forfaitaire de 30 000 francs pour le micro-entreprise pour l'exercice fiscal 2025, revenu 2024.